Bonjour à tous et merci d'être là cet après-midi avec nous. Alors bon, à moins de sortir d'une longue hibernation, vous avez tous entendu parler du Zero Trust, hein, de ce concept. Mais au-delà on va dire, des grands principes généraux, grands principes théoriques, au-delà aussi des promesses marketing, hein, que vous avez pu entendre, vous devez vous poser des questions ou avoir des questions de la part de vos équipes sur concrètement comment est-ce qu'on met ça en œuvre dans une organisation. Donc, il nous a paru intéressant de vous présenter aujourd'hui un peu ce qu'on a fait chez Google depuis 15 ans. C'est un chemin qu'on a pris depuis un certain temps et vous expliquer très concrètement comment ça s'est traduit dans notre organisation, dans notre infrastructure, dans nos contrôles de sécurité. Alors, je me présente, je m'appelle Thibaut, je travaille dans les équipes internes de sécurité chez Google Cloud. Dans une équipe qu'on appelle Office of the CISO. J'ai jamais trouvé de belle traduction française. On a deux rôles principaux, s'occuper de groupes internes de travail pour la sécurité des solutions et également accompagner nos clients sur leur stratégie de cybersécurité quand ils basculent vers un cloud public. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Je pense que oui. Moi je m'appelle Leslie, dans les équipes de Google Cloud également, dans une équipe qui s'appelle Office of the CISO comme l'a dit Thibaut. Moi j'accompagne principalement les clients sur les aspects de transformation, notamment des grands clients qui font on va dire un move to cloud important sur comment est-ce qu'on repense un petit peu les activités de sécurité dans ce nouveau paradigme qui est on va dire le cloud first pour les clients qui font des gros mouvements vers le cloud. Voilà, alors je vous l'ai dit, on a commencé, hein, c'est un chemin Zero Trust. Alors c'est un terme que j'aime pas tellement, je vous expliquerai pourquoi après, mais on a commencé ce cheminement Zero Trust en 2010, et comme souvent dans la cyber, ce qui a déclenché cette, on va dire, cette philosophie et ce chemin, c'est un incident. Alors vous avez sans doute entendu parler, hein, de l'opération Aurora qui a eu lieu fin 2009. Donc un groupe d'attaquants chinois a ciblé des grandes entreprises de la tech, mais également des ONG, des entreprises d'autres secteurs, des journalistes. Et ils ont réussi à prendre pied à compromettre une partie de l'infrastructure de Google. À l'époque, pourtant, on cochait à peu près toutes les bonnes cases en termes de cybersécurité, on respectait les bonnes pratiques, on était conforme aux grands référentiels de sécurité, aux grands cadres de sécurité. Mais on s'est aperçu, suite à ces équipes, on commençait à être face à des attaquants qui avaient énormément de moyens, qui avaient une expertise qu'on n'avait pas vue auparavant, de la motivation, du temps, et que la manière dont on faisait de la sécurité à l'époque n'était plus suffisante. On sortait un peu de ce qu'on appelle parfois dans la littérature le commodity malware, hein, les attaques malveillantes un peu tout venant, pour vraiment passer face à une menace qui avait vraiment monté d'un cran. C'est à peu près à la même époque, alors quelques années plus tard, on a commencé à voir les premiers APT, hein, APT1 c'est de 2013, donc vraiment ces groupes, on va dire étatiques ou soutenus par des entités étatiques qui ont vraiment fait monter d'un cran le niveau des menaces. Donc c'est vraiment suite à cette opération Aurora, alors je ne vais pas en dire, pas m'étendre sur le sujet, j'en profite pour faire un peu de pub sur une série qu'on a sortie il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle Hacking Google. Vous pouvez la chercher sur YouTube. Hein, quand je dis série, c'est une mini-série, il y a 6 épisodes qui font 15-20 minutes. Et le premier épisode, l'épisode 0, est dédié à ces attaques Aurora. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller regarder cette série, au moins cet épisode. Donc suite à cette attaque, on a décidé vraiment de lancer ce plan. Alors le Zero Trust, c'est pas un terme qu'on a inventé nous, hein, c'est la première fois qu'on en parle, je crois, dans le Jericho Forum, puis ça a été repris ensuite par une note du département de la Défense, le DoD américain. Ensuite, le NIST s'en est emparé. On a eu un executive order américain en 2021 qui parle, et puis voilà, ça a été repris par tous les grands organismes. Il y a une note de l'ANSSI là-dessus, le NCSC britannique en a également parlé. Donc voilà, c'est quelque chose qui est maintenant on va dire, rentré un petit peu dans la pratique, mais c'est vrai que Google, on a commencé assez tôt, 2010, et on a essayé non seulement de le faire vraiment en profondeur, dans toutes les couches de l'infrastructure.
On vous détaillera ça un petit peu par la suite. Et également, ça nous a permis, et ça c'est un point important, de passer à l'échelle. On a, voilà, on a une infrastructure qui est globale, on a 9 applications qui sont utilisées par plus d'1 milliard de personnes. Donc quand on pense contrôle de sécurité, quand on pense aux mesures de sécurité, il y a un point fondamental chez nous, il faut que ça passe à l'échelle. Et grâce à certains contrôles, certaines philosophies qu'on a mis en place dans ce programme Zero Trust, on a pu accompagner ces applications pour qu'elles passent à l'échelle dans un cadre de sécurité. Alors, bon, bien sûr, hein, lorsqu'on pense Zero Trust, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la fin de cette vision périmétrique de la sécurité. Alors très concrètement, quand vous arrivez chez Google, hein, une des surprises, c'est que vous n'avez plus de VPN. Alors il y a d'autres surprises. Hein. Moi j'ai passé 20 ans avant de rejoindre Google dans l'administration. Je vous assure, quand on rejoint Google, c'est un peu le choc des cultures, donc il y a eu beaucoup de surprises, mais ça c'est une des surprises très concrètes. Vous ouvrez votre poste et vous pouvez vous connecter de n'importe où. La première chose qu'on vous demande, c'est pas monter un VPN. L'authentification, l'autorisation, les droits d'accès sont gérés dans ces principes de Zero Trust, où en fonction de plein de paramètres, on vous expliquera comment ça fonctionne, de votre device, de votre équipement, de votre localisation, de type d'accès, du type d'authentification, vous avez accès ou non à aux données ou à l'application. Donc on est vraiment dans la fin de cette vision périmétrique. L'objectif, c'est vraiment rapprocher la sécurité de la donnée ou de l'application et arrêter de défendre des segments réseau. Il y a, avant de vous parler un peu plus des principes qu'on a mis en œuvre, j'aimerais juste quand même préciser les choses et vous expliquer ce que pour nous n'est pas le Zero Trust. Alors d'abord, ce n'est pas un produit. Vous pouvez aller, je vous invite à passer sur notre stand après, hein, vous verrez, il n'y a pas de produit Zero Trust. Ce n'est pas non plus une fonctionnalité. Pour ceux d'entre vous qui connaissent la console GCP, il n'y a pas un bouton caché qui vous permet de basculer en Zero Trust. Et ce n'est pas non plus, on va dire, un état final. C'est un peu comme l'horizon, on court après. C'est vraiment des principes, un programme et voilà, un cheminement avec lequel on prend certains principes et on les applique à différents programmes de sécurité. Alors, je vous ai dit que je n'aimais pas tellement le terme Zero Trust parce que lorsqu'on fait un peu une traduction littérale, on a l'impression qu'il n'y a pas de confiance. L'objectif de toute application, de toute donnée, de tout système d'information, c'est créer cette confiance. C'est partager de la donnée, c'est donner accès à un service, c'est vous permettre de faire une action, donc il faut de la confiance. Il faut vraiment comprendre ce terme-là comme pas de confiance implicite. Ce n'est pas parce qu'une connexion est initiée à l'intérieur du réseau interne d'une entreprise qu'elle est de confiance, ce n'est pas parce qu'on a fait une authentification avec un login mot de passe le matin que cette authentification peut être considérée comme de confiance, ce n'est pas parce qu'une machine se trouve sur votre réseau qu'elle est de confiance, c'est vraiment on va réévaluer la sécurité à chaque instant et on va prendre comme postulat de départ qu'il n'y a pas de confiance sur la première connexion et on va essayer de construire cette confiance à partir de plusieurs paramètres. L'autre principe qu'on a appliqué, c'est qu'on va supposer qu'à un moment ou à un autre, il y a un contrôle de sécurité qui ne va pas fonctionner ou qui va être détourné. Et donc, on va être compromis sur une partie du système. Et tout l'enjeu est ensuite de savoir si cette compromission sur un petit bout de l'infrastructure va faire écrouler tout l'édifice, ou au contraire, si on va être capable de cloisonner cette attaque, de la contingenter, de la détecter, et tout en faisant tourner, on va dire, le reste des services, le reste de l'infrastructure. Mais voilà, donc ça veut dire, on présuppose qu'à un moment ou à un autre, on aura une compromission. Ça a deux conséquences majeures, le fait de ce principe-là. C'est tout d'abord, il faut limiter constamment les accès qu'on donne. On est vraiment dans cette philosophie du moindre privilège. Comme il va y avoir une compromission, si un attaquant prend pied, il faut qu'il ait le minimum d'accès, le minimum de privilèges sur l'infrastructure.
Et la deuxième conséquence, c'est que comme on va être compromis, il faut qu'on soit capable de le détecter au plus vite et de savoir comment répondre à cette compromission. Et puis le troisième principe, c'est ce que vraiment on a appelé la sécurité continue. On n'est pas dans une fonction discrète où on évalue la sécurité à intervalles réguliers, mais vraiment à chaque connexion d'un utilisateur, à chaque connexion entre machines, à chaque démarrage de serveur, à chaque initialisation d'un protocole, à chaque étape, on va réévaluer la sécurité et s'assurer qu'on est toujours dans un contexte qui autorise de poursuivre la séquence d'après. Alors, on va rentrer maintenant un petit peu dans les manières vraiment concrètes de comment est-ce qu'on l'a mise en œuvre. Alors déjà, une première remarque, on peut travailler sur ces principes, sur cette philosophie de Zero Trust, on va dire quel que soit le type d'architecture, quelle que soit l'infrastructure sur laquelle vous travaillez. Alors on parle bien sûr beaucoup de Zero Trust dans le cloud, mais ce n'est pas exclusif au cloud. Surtout, n'oubliez pas, les services cloud qu'on peut vous fournir ou que d'autres fournisseurs cloud vous fournissent, c'est notre on-prem à nous. Donc nous, la première étape chez nous, c'est on a du matériel et il faut sécuriser ce matériel. Donc si on commence en bas de la pile, on a dans nos data centers des serveurs. Donc c'est ça, déjà, on a conçu nos serveurs, c'est des serveurs qui sont conçus à façon pour notre infrastructure, avec, on va dire, en pensant à la sécurité. Alors, on enlève bien sûr tout ce qui est pas strictement nécessaire, on durcit cette configuration, et surtout, on va s'assurer qu'à chaque étape du démarrage du serveur, on est toujours dans un état de confiance. Alors pour ça, on a développé notre propre puce cryptographique qu'on appelle Titan, vous en avez peut-être entendu parler. Donc c'est un matériel, un composant qu'on a mis dans les serveurs de notre infrastructure et qui va garantir qu'à chaque étape, donc lorsqu'on aura au moment du démarrage, que chaque étape du boot va pouvoir être certifiée, signée et qu'on va pouvoir passer à l'étape suivante en garantissant qu'il n'y a pas eu de compromission ou de modification d'un microcode, d'un firmware sur les différents matériels. Alors cette puce Titan, on l'utilise dans notre infrastructure. C'est la même puce que vous retrouvez si vous avez un Pixel dans votre téléphone. Et c'est aussi la puce qu'on a donnée à tous nos 180 000 employés pour qu'ils puissent utiliser ce token pour une authentification à double facteur. Donc, voilà. C'est la première étape chez nous. C'est vraiment, on va protéger le matériel et on va s'assurer que, on va dire, une fois que le système d'exploitation est chargé, que l'application tourne, il n'y a pas eu de compromission et il n'y a pas eu de modification de ces premières couches logicielles. Peut-être pour ajouter sur la puce Titan, ce qu'il faut savoir, c'est que les machines physiques dans les data centers de Google ont en fait des credentials qui leur permettent de discuter avec d'autres machines sur le réseau. Et en fait, ces credentials, ils sont chiffrés avec une clé qui est justement dans cette puce Titan. Ce qui veut dire qu'en fait, une machine qui n'a pas réussi à vérifier son process de secure boot, avec les différentes étapes que Thibaut vous a un petit peu évoquées et qu'on pourra peut-être évoquer un peu plus en détail après, la machine ne pourra pas déchiffrer ses credentials et du coup ne pourra pas parler sur le réseau. Donc, ce qui permet de s'assurer, encore une fois, qu'on est dans un environnement de confiance, même au niveau effectivement hardware, lorsque la machine va vouloir commencer à communiquer sur le réseau. Et peut-être pour aller un petit peu plus loin, donc sur ces clés-là, on était en 2017, donc ça a été annoncé à Next en 2017, comme on essaie de vous faire un petit peu la rétrospective. Si on monte d'un cran, peut-être vous demander comment est-ce qu'on applique les principes du Zero Trust dans le développement logiciel. Thibaut le disait, on a quand même pas mal d'applications qui sont utilisées par beaucoup de gens. Faire du software, c'est un petit peu dans le cœur de nos activités. Donc quand on parle de développement logiciel, on va dire il y a plusieurs aspects. Au début, il va y avoir un développeur qui va développer du code, qui va vouloir le pousser dans un dépôt de code. Donc comment, dans les principes que Thibaut évoquait un petit peu avant, on va s'assurer que lorsqu'on va déployer du code ou pousser du code dans le dépôt, j'ai un deuxième ingénieur qui soit owner de ce repository, qui va lui valider effectivement que ce code-là est bien légitime.
Ça reste du process classique, du DevSecOps, pour ceux qui en font peut-être dans vos organisations. Ensuite, lorsqu'on va construire le package, donc j'ai mon code qui a été déposé dans le repository, j'ai mon pipeline qui va passer pour pouvoir justement construire ce package-là, on va rajouter un certain nombre d'éléments à l'intérieur. Typiquement, on va avoir des pipelines qui vont être isolés dans des sandbox, qui vont être durcis également, et qui ne sont pas, on va dire, accessibles par les personnes qui vont développer du code. Donc c'est une infrastructure qui est particulière, ce qui permet d'avoir aussi de la confiance dans ce pipeline de développement. Après, on va rajouter des choses que vous connaissez certainement encore si vous faites du DevSecOps, tout ce qui est scan statique de code, scan dynamique, tout ce qui est effectivement gestion des librairies, des bibliothèques externes. On a une petite particularité chez Google, c'est qu'on valide nous-mêmes l'ensemble des bibliothèques externes qu'on va rajouter dans nos produits. Donc on a des équipes dédiées qui vont valider cela et on ne peut utiliser que les librairies qui ont été validées. Ce qui permet encore une fois de renforcer un petit peu la confiance là-dessus. Et un point qui est important, c'est que lorsqu'on va faire le build, on va également rajouter la provenance. On va dire dans le manifeste qui va aller avec le package, on va rajouter des informations sur où est-ce que ce build a été construit, est-ce qu'il a bien été fait dans, on va dire, la plateforme qui est prévue à cet effet, est-ce qu'il a bien passé l'ensemble des contrôles de sécurité, et en fait on va venir rajouter de la signature électronique au fur et à mesure que le package va passer ces différentes étapes. Ce qui permet notamment aux étapes d'après, que je vais vous montrer un petit peu après, de s'assurer qu'on ait bien respecté un certain nombre de critères avec effectivement cette signature cryptographique. Avec encore une fois des équipes qui sont un petit peu différentes, ce qui permet de s'assurer qu'on a une confiance de bout en bout lorsqu'on parle de logiciel. La petite image que vous voyez là, qui est un peu sympa, en fait on a publié, alors c'était en 2021, un framework qui s'appelle Salsa. Vous savez peut-être que chez Google on aime bien publier largement ce qu'on fait en interne, et on en reparlera un petit peu après sur le Zero Trust d'un point de vue corporate. Mais du coup, Salsa, c'est un framework qui reprend un certain nombre d'éléments et qui vous permet effectivement de définir, comme une checklist un petit peu, les éléments importants de sécurité lorsqu'on fait du build. Et à la fin, vous avez un niveau entre 1 et 4 qui vous permet de vous dire est-ce que j'ai ajouté ou pas un certain nombre de contrôles de sécurité sur cet artefact, ce package, qui à la fin sera généré. En termes de piliers, il y a 3 grands piliers sur Salsa. Vous pourrez aller, c'est slsa.dev, si vous voulez regarder sur Internet. Il y a 3 grands piliers. Le premier qui est le code source, qui reprend un petit peu les éléments que je partageais un petit peu avant. Le fait qu'on ait plusieurs personnes qui aient validé le code source avant qu'il soit publié sur le dépôt. Le deuxième, qui sont effectivement liés à toute l'infrastructure de build. Vous vous souvenez peut-être des quelques incidents de ces dernières années où on a potentiellement compromis les infrastructures de build pour pouvoir lancer des logiciels qui étaient compromis. Donc voilà, ça permet aussi de contrer un petit peu ce type de sujet-là. Donc le deuxième pilier dans Salsa, c'est de s'assurer qu'on a un certain nombre de critères au niveau de la sécurité des plateformes de build pour éviter justement des problèmes de supply chain à ce niveau-là. Et le dernier volet, qui est le volet provenance, dont je parlais un petit peu avant, où on a une espèce de manifeste qui vient décrire comment est-ce que ce package a été buildé, dans quelle infrastructure, à quel niveau, et tout ça, c'est vérifié cryptographiquement. Peut-être que vous avez entendu parler du Software Bill of Material, c'était un petit peu à la mode il y a quelques mois, ou maintenant à peu près 1 an, qui est de se dire, lorsque je vais publier un artefact, une image Docker par exemple, je vais avoir justement l'ensemble de la description de ce qui compose cet artefact, d'un point de vue dépendance, les binaires, le hash des binaires, etc. Et sur la base de ce Software Bill of Material, je vais pouvoir effectivement retrouver, si jamais j'ai une compromission à un moment donné, de repartir un petit peu en arrière, comme on ferait si on construisait un avion avec les boulons et les écrous. C'est un petit peu le même concept, et Salsa vient en fait complémenter un petit peu cette vision-là. Si on augmente un petit peu dans les couches, c'est comment s'assurer aussi que les services qu'on va déployer en production sont légitimes. Donc on a fait le travail sur le build, on a fait le travail sur le développement. Maintenant, c'est comment je m'assure que lorsque je vais aller déployer un service, l'ensemble de ces paramètres de sécurité, si on peut l'appeler comme ça, ont été respectés. Chez Google, c'est assez simple. Alors, j'ai pris une image qui était la plus parlante parce que je ne pouvais pas sortir des images en interne. Mais en gros, on utilise une solution qui s'appelle Binary Authorization for Borg. Donc, Borg, c'est notre Kubernetes interne, donc orchestrateur de conteneurs, qui en fait va simplement venir vérifier, avant de déployer une image en production, que celle-ci a fait l'objet d'une signature cryptographique. Donc, en gros, comme vous le voyez sur l'image,
qu'elle ait passé les bons critères, donc la partie build, la partie test, la partie QA, la partie test de sécurité. À la fin, dans mon pipeline, je vais venir effectivement signer, comme je le disais un petit peu avant, mon image. Et au moment d'orchestrer justement le job ou la charge de travail sur la production, eh bien, Borg va venir vérifier que j'ai bien une signature qui soit valide sur mon image. Ce qui permet encore une fois de s'assurer, en tout cas chez Google, qu'en production, j'ai aucune image, aucun service qui puisse être déployé sans être passé par ce pipeline-là, parce qu'encore une fois, si je n'ai pas de signature, je ne pourrais pas être déployé. Ça, c'est le cas au niveau du déploiement, mais ça va être aussi réévalué de façon régulière, donc plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour en fonction des services, pour s'assurer que je n'ai pas eu de révocation à un moment donné d'une signature. Typiquement, je ne sais pas, une image qui maintenant est vulnérable, on va révoquer son certificat, ce qui veut dire que Borg va refaire un tour, il va pouvoir lever des alertes et potentiellement mettre en quarantaine des services qui ne respectent pas un certain nombre de critères de sécurité et parce que le certificat a été révoqué. Un point, mais peut-être qu'on reviendra un petit peu après, c'est que ce qu'on vous partage là, c'est ce qu'on fait effectivement en interne côté Google. C'est des choses qui existent aussi pour les clients qui utilisent Google Cloud, mais il y a aussi des solutions open source qui existent pour faire la même chose dans vos organisations. Mais je pense qu'on en parlera peut-être un petit peu à la fin. Juste un point là-dessus. En fait, on en parlera après. On pense souvent Zero Trust sur l'authentification des utilisateurs. J'en ai parlé lorsque j'évoquais l'absence de VPN. Là, on est vraiment sur le même concept, vraiment l'authentification au niveau machine et au niveau applicatif. Chaque application a son identité et cette identité est vérifiée. Alors, bon, on utilise des outils cryptographiques classiques pour vérifier qu'elle a bien le droit d'exister et bien le droit de recevoir et d'envoyer des informations sur l'infrastructure. Oui, en fait, il faut prendre ça comme on va dire différents étages. Et là, on parle ici de la partie service. Effectivement, le service va aussi vérifier que je suis bien monté sur une machine qui est une machine de Google. Ce qui permet encore une fois de s'assurer qu'on a un continuum dans la confiance. Et un mot, alors on en reparlera, mais vous vous en doutez, on a donc un grand nombre de services, un grand nombre de serveurs, et donc tout ça, c'est automatisé. On est un peu monomaniaque chez Google sur l'automatisation, mais c'est vraiment un moyen de pouvoir passer à l'échelle et de s'assurer que ces contrôles-là sont répliqués, sont cohérents et sont efficaces parce qu'ils sont mis en œuvre automatiquement. On ne va pas demander à chaque développeur de signer son code manuellement, de vérifier, etc. Et pareil, lorsqu'on a basculé côté production, nos ingénieurs de production doivent faire tourner des outils automatiques simplement pour pouvoir passer à l'échelle. Et ce qui permet aussi, on parle de confiance, mais si on parle de sécurité, ça permet aussi de s'assurer que je n'ai pas une seule personne qui puisse à un moment donné aller faire des modifications sur la production. C'est le cas pour de l'insider risk notamment, mais ça peut être le cas aussi sur des sujets un peu plus concrets de sécurité physique. Si demain je viens enlever un employé de Google ou je viens kidnapper ses enfants, a priori tout seul, je ne pourrais pas forcément aller publier des choses en production parce que j'ai un certain nombre de processus qui me permettent effectivement de me protéger de cela. Donc c'est aussi ces sujets-là qui sont importants dans nos organisations, mais dans les vôtres aussi, j'imagine. Si on avance encore un petit peu plus, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Google, on déploie plusieurs milliards de charges de travail par semaine. Donc, quand on parle de charges de travail, ça peut être des microservices, des conteneurs. Thibault le disait un petit peu avant. Chez Google, on force, on va dire, à outrance l'automatisation. L'ensemble des services que l'on déploie, ce sont des microservices, donc des petites parties d'applications ou de fonctionnalités qui sont déployées justement dans des conteneurs, ce qui permet notamment d'avoir cette échelle qui est assez importante. Tout ça dans le même schéma de confiance matérielle, logicielle et d'un point de vue service, qui permet, lorsque j'ai besoin d'aller déployer un service en France, aux États-Unis, dans un autre pays, d'être toujours effectivement sur un stack qui est à peu près similaire, peu importe effectivement ce que je peux avoir en dessous. Si je peux vérifier que je suis sur un stack qui est un stack vérifié par Google, avec les procédures cryptographiques dont on parlait juste avant, ça me permet effectivement d'aller déployer des services un petit peu partout sur l'ensemble des data centers. C'est ce qu'on appelle aussi, je pense que c'est assez mainstream maintenant, des architectures qu'on appelle cloud native, qui vont justement utiliser ces microservices, ces conteneurs, avec d'autres choses dont on parlera un petit peu après. Peut-être qu'on se demande effectivement quel rapport un petit peu ça avec
avec le Zero Trust. C'est effectivement, on a aussi besoin un petit peu de s'affranchir quelque part de la sécurité périmétrique. On en parlait un petit peu avant, mais j'ai besoin d'aller déployer des services là où je veux. Donc c'est un peu difficile de pouvoir suivre notamment des règles de firewall ici et là. Donc on s'est affranchi un petit peu de ces aspects-là, même si la sécurité périmétrique n'est pas morte. C'est parfois ce qu'on entend aussi lorsqu'on parle avec des fournisseurs parfois de Zero Trust, en disant on arrête la sécurité périmétrique. C'est pas du tout en tout cas le message que nous on essaye de porter. La sécurité périmétrique n'est pas morte, et la preuve c'est que dans nos architectures côté Google, la première étape c'est une étape de sécurité périmétrique. On conserve, alors chez Google ça s'appelle le Google Front-End, qui est en fait un access proxy, qui est la première porte d'entrée lorsque vous arrivez sur le réseau de Google, qui va notamment nous protéger contre des attaques de type déni de service distribué notamment, et qui va apporter aussi quelques couches d'authentification. Donc encore une fois, la sécurité périmétrique n'est pas morte. Deuxième volet, et ça je pense que Thibaut tu l'as abordé un tout petit peu, mais on n'a pas non plus de confiance inhérente dans les microservices qu'on va venir déployer sur la production. On l'a dit un petit peu avant, j'ai la partie hardware, j'ai la partie build, mais lorsqu'un microservice va popper entre guillemets sur le réseau, il n'aura pas le droit de discuter avec le reste du réseau. Il n'aura pas le droit de discuter avec les autres microservices. En fait, on va utiliser un protocole qui s'appelle ALTS chez Google, qui ressemble un petit peu à du MTLS, mais qui a été reconstruit et on a rajouté quelques éléments à l'intérieur, qui en fait permet à un microservice d'avoir sa propre identité. Et c'est sur la base de cette identité qui lui est fournie qu'il va pouvoir discuter avec les autres microservices. Ce qui permet de rajouter, encore une fois, une notion de confiance supplémentaire, également sur le volet microservice. Et bien entendu, je pense que tu en parlais un petit peu avant, mais toutes les communications sont chiffrées aussi en transit, notamment via ce protocole. Et d'ailleurs, hein, certains se posent la question, pourquoi est-ce qu'on a redéveloppé un protocole? En général, on dit toujours que c'est une très mauvaise pratique de redévelopper un protocole de sécurité ou un protocole de chiffrement quand on a un standard qui existe. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans ce développement d'un nouveau protocole? Alors deux raisons, c'est qu'à l'époque, le protocole qui était encore du SSL avait quand même quelques failles. Et puis surtout, encore une fois, on voulait un protocole qui soit plus efficace. Non seulement qui soit plus efficace dans l'initialisation de la communication, toujours pour des questions de performance, mais aussi pour pouvoir passer à l'échelle. Lorsqu'on déploie des millions et des millions de conteneurs, voilà, il faut que cette authentification soit rapide. Et donc voilà, c'est surtout pour cette raison qu'on a redéveloppé ce protocole de sécurité, alors ce qui peut être en effet peut sembler bizarre par rapport aux bonnes pratiques, mais vraiment pour gagner en performance et pour s'assurer que ça puisse être automatisé et déployé largement. Et peut-être un dernier point qui est important et qui va faire la transition avec la slide d'après, qui est la notion d'identité de l'utilisateur. Donc on a effectivement, vous avez compris, l'identité de la machine, qui est notamment protégée par la clé Titan. On va avoir l'identité des services, qui va leur permettre de discuter également entre eux. Mais on va un petit peu plus loin. Et typiquement, typiquement, j'ai un utilisateur qui va vouloir accéder à sa donnée, à la donnée client par exemple. Le service qui va, on va dire, héberger cette donnée va vérifier plusieurs choses. L'identité du service qui l'appelle, j'en ai parlé juste avant, mais va aussi vérifier l'identité de l'utilisateur. Ça paraît obvious comme ça, mais en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va dire, transférer le ticket de l'utilisateur au plus proche de là où est hébergée la donnée. Ce qui veut dire que, par principe, un service n'a pas, entre guillemets, des accès root à une base de données. S'il n'a pas le ticket de l'utilisateur qui est valide, qui vient avec lui, le service n'a accès absolument à rien. Ce qui permet encore une fois de combiner un petit peu ces deux aspects pour s'assurer que la requête que va recevoir le service qui héberge in fine la donnée a bien un service qui est légitime et a bien une requête utilisateur qui est aussi légitime et qui est valide. Ce qui permet effectivement de s'assurer encore une fois au plus proche de la data qu'on a le bon niveau de sécurité et le bon niveau de confiance. Ce service ou cette stratégie au sein de Google, ça s'appelle Beyond Prod. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent Beyond Corp, dont on va parler juste après. Ici, c'est un white paper qui s'appelle Beyond Prod et qui présente un petit peu justement la stratégie de Google quand on parle de la production. Donc vraiment tout ce qui est serveur, microservices et autres. Sachant qu'on différencie bien la production du réseau corporate dont on va parler juste avant. Et Beyond Prod a été publié en 2019. Ça ne veut pas dire qu'on ne le faisait pas avant, mais en tout cas, ça a été publié en 2019 de façon publique. Si on continue notre
notre chemin. Donc là, on est un petit peu avant. Ça a commencé en 2010, donc un petit peu après Aurora, qui était en 2009. Ça a été publié en 2014. Ce que vous voyez à l'écran, c'est, on va dire, un schéma de comment fonctionne Beyond Corp, qui est comment est-ce qu'on gère les accès corporate des employés au réseau corporate. Donc, on ne parle pas du réseau de production, mais bien du réseau corporate avec les applications, on va dire, classiques, RH, etc. L'intranet et autres. Ce qu'il faut savoir, et moi j'étais un petit peu étonné aussi dans mes premières discussions avec Google il y a quelques années, c'est que par défaut, toutes les applications corporate de Google sont exposées sur Internet. Il y a un certain nombre de contrôles de sécurité. Je parlais du Google Front-End tout à l'heure sur la partie sécurité périmétrique. Mais par défaut, si vous cherchez un peu sur Google, vous pouvez retrouver l'adresse de l'Internet de Google. Vous allez tomber sur une page d'authentification, mais vous n'avez pas besoin, comme le disait Thibaut, de monter un VPN pour pouvoir y accéder. Donc en fait, c'est parti aussi du postulat qu'à un moment donné, les employés ne sont pas enfermés dans un bureau, ils sont souvent en mobilité. Je pense que ça a été aussi accentué par le Covid, même si ça fait quand même quelques années maintenant qu'on est dans ce modèle-là. Et en gros, l'approche Zero Trust Corporate chez Google, elle est basée sur 4 piliers principaux. Le premier, qui est le network, n'est pas forcément de confiance. Ce n'est pas parce que vous faites partie du réseau d'entreprise que vous êtes a priori de confiance. C'est un signal parmi d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos bureaux, lorsque vous connectez avec un ordinateur corporate, comme j'en ai un là, on ne va pas se retrouver sur un réseau corporate. On va se retrouver sur un réseau qui est un réseau non privilégié, qui ressemble un petit peu à Internet. On va juste avoir quelques services locaux, le DNS par exemple, qui vont être localement dans les bureaux. Mais sinon, d'un point de vue confiance, c'est exactement la même chose que si je me connectais depuis un aéroport. Le deuxième volet, c'est la partie device. Donc on va venir s'assurer et récupérer un certain nombre de signaux sur les devices. Un point qui fait souvent sourire nos clients, c'est qu'on a une CMDB qui est à jour sur la partie prod, mais également sur la partie corporate. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on va venir s'appuyer justement sur cette CMDB pour s'assurer que le device est managé et pour venir récupérer un certain nombre de signaux. La partie vulnérabilité, la configuration, des choses que vous pouvez retrouver aussi dans vos entreprises. Ensuite, il y a l'aspect utilisateur. On va s'assurer que l'utilisateur a été authentifié, donc l'employé a été identifié avec une authentification forte. On a tous chez Google, donc on a un peu plus de 180 000 chez Google maintenant, donc ça c'est mon badge. On a tous ces petites clés Titan qui sont des clés FIDO classiques qui font qu'on va pouvoir effectivement se connecter sur le réseau corporate. Sans cette clé-là, je vais nulle part. Et tous les employés en ont une. Après, effectivement, ce qui est important, c'est que cette confiance-là, elle est réévaluée de façon constante. Et ce que vous voyez à l'écran sur la partie user, la partie device, ce contexte-là, il évolue. Si je me suis connecté le matin, potentiellement je me suis connecté de chez moi, je vais ensuite aller au bureau ou je vais prendre le train pour venir à Lille. Ce contexte, il évolue. Et du coup, la confiance que le système va accorder à ce device, et en tout cas à cette connexion, va évoluer aussi. Et du coup, en fonction du niveau de confiance qu'on va donner à cette session, je vais avoir plus ou moins accès au réseau, plus ou moins accès aux applications. Par exemple, si je prends mon ordinateur personnel, toujours avec ma clé, je vais pouvoir par exemple poser mes congés. En revanche, je n'aurai pas accès au système interne de ticketing, par exemple, parce que je n'ai pas le niveau de confiance suffisant pour pouvoir accéder à ces éléments-là. On va pouvoir gérer des accès à des applications, mais aussi potentiellement plusieurs rôles au sein d'une même application. Par exemple, si je suis manager, je vais pouvoir poser mes congés depuis mon ordinateur perso avec ma clé, mais je n'aurai peut-être pas forcément accès à la paye, par exemple, de mes salariés. Donc je vais avoir des rôles qui sont différents aussi dans l'application, parce que ce contexte-là, comme je le disais un petit peu avant, il est poussé jusqu'au plus proche de là où, effectivement, où est la donnée, ce qui permet d'avoir des décisions qui sont aussi dynamiques. Donc comme je le disais, le concept de Beyond Corp, ça a été publié officiellement en 2014. Il y a plusieurs papiers de recherche que vous pouvez trouver sur Google si ça vous intéresse, où il y a pas mal effectivement d'informations sur d'où ça vient et comment est-ce que ça a été implémenté chez Google, et surtout d'un point de vue programme management, quelles étapes ont été nécessaires, quels challenges on a pu avoir aussi pour pouvoir déployer ce sujet-là à l'échelle. Ce qui est important de garder en tête, c'est cette notion aussi d'échelle, où on est 180 000 personnes plus quelques prestataires, partout dans le monde, sur des services qui sont quand même assez gigantesques. Donc il y a forcément des challenges d'échelle qui sont importants. Peut-être qu'on peut vous proposer de reprendre un peu de hauteur avec
avec Thibaut et peut-être quelques points importants justement pour mener un programme de Zero Trust. Merci Leslie. Alors, en effet, on vous l'a dit, le Zero Trust, ce n'est pas un produit, ce n'est pas une fonctionnalité, il faut vraiment faire ça comme un programme, comme une philosophie. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans sa stratégie de cybersécurité. Alors, je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'architecture qui sont d'exclusivité sur les architectures pour faire du Zero Trust. On peut faire ça on-prem, dans le cloud, ou faire ça en mode hybride, en mode multi-cloud, peu importe. Alors, évidemment, dès que vous avez une couche d'abstraction, de virtualisation, ça facilite l'automatisation, ça facilite le déploiement, mais voilà, il n'y a pas d'exclusivité. Ensuite, il y a aussi une idée reçue, c'est que le Zero Trust s'adresse à des entreprises extrêmement matures en termes de cybersécurité. Moi, personnellement, je crois plutôt aux petits pas et importer des éléments de Zero Trust, alors pas forcément sur l'intégralité du périmètre, mais sur certains programmes, sur certaines fonctionnalités, certains contrôles, c'est toujours autant de gains sur le niveau global de sécurité de l'organisation. Donc ça, c'est aussi... voilà, ça ne veut pas dire, c'est pas un programme en Big Bang où vous allez tout effacer, tout reconstruire, mais vraiment voilà, faire ça progressivement. Et encore une fois, alors je me répète beaucoup, mais voilà, automatiser pour être capable de passer à l'échelle. Alors c'est vrai que l'automatisation, on en a parlé, il y a plein d'avantages sur la menace interne, sur les erreurs. Il y a beaucoup de problèmes simplement sur des erreurs qui sont faites en production. Et donc ça a tous ses bienfaits. Alors ensuite, on a souvent des discussions sur voilà, qu'est-ce qu'on met exactement dans le périmètre d'un programme Zero Trust. Est-ce que par exemple la détection, est-ce que par exemple la réponse à incident fait partie du programme? Alors, je pense qu'il n'y a pas de réponse vraiment vraie ou fausse, peu importe, je dirais. En revanche, n'oubliez pas, quand on parle Zero Trust, en tout cas pour nous, chez Google, c'est on aura une compromission. Soit elle a déjà eu lieu, soit voilà, on en aura une. Et donc, on a quand même un intérêt fort à non seulement la détection, donc être capable de détecter ce qui se passe et détecter un éventuel incident. Donc, on a une espèce de motto chez nous, c'est Detect Everything. Donc, on accumule des milliards et des milliards de lignes de log pour être capable, et quand je dis là, c'est vraiment ça, c'est assez colossal, pour être capable de détecter l'événement qui sera peut-être anormal. On avait une grosse expertise sur la donnée et on a appliqué nos outils internes et voilà, nos processus de traitement de la donnée pour les porter sur les enjeux de sécurité en interne sur cette partie détection dans ce cadre du Zero Trust. Évidemment, quand on détecte quelque chose, il faut être capable de résoudre l'incident. Alors encore une fois, soit de manière automatique, ça peut être contingenter une machine, ça peut être couper un accès réseau, ça peut être réduire des droits d'accès, couper désactiver des comptes, ou alors un peu plus manuel quand nécessaire. Mais vraiment, il y a ces deux aspects. Encore une fois, est-ce qu'on inclut ça strictement dans le Zero Trust? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça doit être pris en compte de manière vraiment connexe pour que le programme se passe bien. Alors évidemment, je pense que vous ne pensiez pas qu'on allait vous parler pendant 45 minutes sans évoquer l'IA, donc on va quand même en parler un petit peu. Mais voilà, alors lorsqu'on a parfois des discussions avec nos clients sur comment est-ce qu'on applique ces principes-là à l'IA, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Alors déjà, quand on parle IA, alors évidemment, on pense à la sécurité des modèles, j'en dirai un mot, mais surtout à tout ce qui tourne autour. Voilà, on va utiliser des données, donc tous les principes qu'a évoqué Leslie sur la sécurité des données, le chiffrement, etc. On va les appliquer aussi aux données d'entraînement des modèles, aux données de validation, aux données d'inférence, etc. pour les sécuriser. Ensuite, au-dessus de nos modèles, alors on peut avoir des modèles fondationnels, alors que ce soit les nôtres ou des modèles tiers, peu importe. Par-dessus, on va poser une application. Que ce soit une application, que ce soit un agent, comme on les appelle maintenant, qui sont un peu plus autonomes, peu importe. On va rajouter une couche logicielle. Et là encore, il va falloir penser à ces bons principes, à ce programme, pour assurer la sécurité. Et puis tout ça, ça reste du code informatique, donc ça tourne sur une infrastructure. Donc on en a largement parlé, il faut sécuriser cette infrastructure pour s'assurer qu'il n'y ait pas de souci.
Sur la partie modèle, pour nous, vraiment la philosophie, côté Zero Trust, on essaye de répliquer ce que Leslie vous a expliqué sur le cycle de vie logiciel, et on essaye de reprendre ces grands principes sur le cycle de vie d'un modèle. Donc on va avoir le développement du modèle, l'entraînement, éventuellement la récupération d'un modèle tiers. On peut ensuite avoir des étapes de réentraînement, de grounding, enfin peu importe. Et ensuite, on va pousser ce modèle en inférence. Donc on a un petit peu on va dire les mêmes étapes, cette même perspective qu'avec un développement logiciel. Et on va essayer, une fois encore, de garantir ces différentes étapes. Alors, les outils ne sont pas tout à fait les mêmes. On ne parle pas forcément on n'est pas dans le même ordre de grandeur lorsqu'on parle de données, lorsqu'on parle de taille. Mais vraiment, on essaye de conserver cette approche pour garantir cette sécurité de bout en bout et vraiment être capable de construire cette confiance. Mais écoutez, donc encore une fois, je vous répète, c'est un message que j'aimerais vous faire passer, c'est que ce Zero Trust, il n'est pas, ça fait 15 ans qu'on y travaille et on continue nos efforts, mais ce n'est pas réservé aux organisations matures. N'importe qui peut se lancer dans ce type de programme. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Il me semble qu'on a 3 minutes encore, donc s'il y a des questions dans la salle, une question ou deux, on peut y répondre. Et puis sinon, on sera ravis de vous retrouver sur notre stand pour d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a un volontaire. Oui. Alors, la question portait sur qu'est-ce qu'on fait concrètement sur l'analyse comportementale des utilisateurs, sur l'authentification et le droit d'accès. Merci. Dans ce que je peux vous dire de ce qu'on fait, comme j'expliquais un petit peu avant, c'est plutôt de prendre un certain nombre de signaux sur où est l'utilisateur, est-ce qu'il est par exemple dans ses horaires de travail, sa localisation, son adresse IP, des notions qui sont maintenant assez communes de voyage impossible. Si je me suis connecté à Paris et que je me connecte à New York, peut-être une heure après, il y a peut-être un problème. Voilà, c'est un certain nombre de signaux qu'on va venir récupérer. Et en fait, on a des outils aussi qui sont installés sur les machines qui, elles, vont pouvoir aussi envoyer des signaux. Un EDR, par exemple, qui a aussi ses propres moteurs, quelque part, de comportement. Donc, on va venir agréger un certain nombre de signaux pour pouvoir, derrière, dégrader ou pas le niveau de confiance qu'on peut avoir sur cette session, dans ce que je peux vous dire. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui. Alors, la question qui est... alors, c'est d'un point de vue plutôt malware ou d'un point de vue plutôt opérationnel où la machine s'est un peu emballée Ok, donc un peu un overhead opérationnel du fait qu'il y ait potentiellement un maillon de la chaîne qui ne fonctionne pas et qui fasse tomber potentiellement une infrastructure. Alors, dans ce que je peux vous dire, ça peut arriver. Ça peut arriver. Après, une infrastructure qui est quand même très distribuée. Ce qui veut dire qu'on a des notions de résilience qui sont quand même assez importantes. Après, si c'est l'ensemble de la chaîne qui s'emballe, on a des processus qui nous permettent, notamment des processus de break the glass, qui nous permettent de bypasser certains de ces aspects-là lorsque c'est nécessaire et lorsqu'effectivement on n'a pas d'autre choix. Donc ça c'est pareil, c'est documenté, vous pouvez regarder aussi sur Google si vous voulez, sur Beyond Prod notamment, sur ces processus de break the glass, comment est-ce que c'est implémenté côté Google pour s'assurer que ça ne baisse pas non plus le niveau de sécurité, mais qu'on puisse à un moment donné passer outre si jamais la machine devait s'emballer. L'objectif en effet c'est de ne pas provoquer nos propres dénis de service à cause de ces mécanismes. Mais écoutez, un grand merci à tous, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous retrouver sur le stand. Très bon après-midi.